Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez une lecture de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Dans l'entretien avec Romain Espinosa, on a vu qu'un des enjeux de l'économie de la condition animale, c'est l'inclusion des animaux autres qu'humains dans le calcul général du bien-être. Romain Espinosa parlait d'utilité, mais c'est la même chose. Jusque-là, l'économie ne considérait que le bien-être des humains et humaines, et était donc anthropocentrique et spéciste. Mais dépasser l'anthropocentrisme est plus difficile qu'il n'y paraît. Et pas seulement parce que l'économie serait en retard par rapport à d'autres disciplines dans l'inclusion de ces questions dans son champ de recherche. Le problème, c'est qu'avant même d'intégrer le bien-être des animaux non humains dans le calcul du bien-être total, il faut bien savoir pour quels animaux il existe un tel bien-être. Autrement dit, il faut savoir quels animaux sont sentients. Et après, on peut même à terme essayer de quantifier les niveaux de souffrance et de bien-être, mais ça ne peut venir qu'une fois qu'on sait quels animaux peuvent ressentir des choses. Et attention spoiler, savoir si un individu est sentient, c'est compliqué. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces questions. Et si l'économie veut pouvoir fournir par ses recherches des préconisations pour agir en faveur du bien-être des animaux, elle doit donc trouver une façon de gérer cette incertitude. Et pas que l'économie d'ailleurs. Ça importe pour les politiques publiques en général, mais aussi pour les activistes, afin qu'ils sachent où concentrer leurs efforts. Bref, c'est une question vraiment très importante. Et c'est celle-là qu'on se pose aujourd'hui. Bon alors déjà, c'est quoi la sentience ? Ce serait pas mal de commencer par là. La sentience, c'est la capacité à ressentir des choses de façon subjective, à avoir des expériences vécues, et en particulier des expériences positives et négatives. Donc, quand on est sentient, on peut ressentir le plaisir et la douleur, ou plus largement la souffrance. Donc, c'est super important comme caractéristique pour la réflexion éthique. Parce que quand on est sentient, on peut nous faire du mal, on peut nous torturer. Et comme notre vie nous importe subjectivement, on peut penser qu'il est injuste de nous la retirer sans bonne raison. C'est pourquoi beaucoup de philosophes aujourd'hui considèrent que la sentience est un critère suffisant pour avoir un statut moral. C'est-à-dire que ce qu'on ressent doit être pris en compte pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est tout le sens de la célèbre formule du philosophe Jeremy Bentham en parlant des animaux. La question n'est pas « peuvent-ils raisonner » ni « peuvent-ils parler », mais « peuvent-ils souffrir ». Ok, donc il n'y a de sens à parler de bien-être que pour les êtres sentients, qui peuvent ressentir des choses. Et ben voilà, problème réglé pour l'économie, on n'a qu'à élargir le calcul du bien-être à tous les animaux sentients. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ah non, en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, même une fois qu'on est d'accord que c'est bien le critère de la sentience qui est le plus pertinent pour savoir quels sont les individus dont on doit prendre en compte les intérêts, ça ne règle pas la question empirique de qui sont les individus qui sont sentients, qui sont les individus qui ont des intérêts qu'il faut prendre en compte. Et c'est là que ça se corse. Pour tenter de détecter la sentience, les éthiciens et éthiciennes passent la balle aux biologistes, neuroscientifiques et philosophes de la conscience qui travaillent sur le sujet. Et il ne faudrait pas croire que la sentience est quelque chose qui peut simplement s'observer directement. En fait, comme c'est un ressenti subjectif, c'est difficile quand on n'est pas dans la tête des gens de savoir s'ils ressentent des choses. En gros, on peut s'appuyer sur des signes extérieurs qui sont le plus souvent associés à la sentience chez les humains, par exemple, mais c'est toujours indirect, et pas absolument certain. En fait, c'est plutôt une accumulation de signes de la sentience qui, une fois mis bout à bout, rendent de plus en plus difficile de nier qu'il y ait sentience. Mais c'est progressif, il n'y a pas un moment où on peut se dire « là c'est bon, telle espèce est sentiente ». Mais malgré ça, il arrive un moment où l'accumulation des preuves rend en pratique très peu plausible le rejet de l'hypothèse de la sentience. Et donc ça peut être un moment où les scientifiques se réunissent pour faire une déclaration sur la sentience d'un certain nombre d'espèces. Mais vraiment, j'insiste, c'est une question extrêmement difficile, pour laquelle on n'a jamais de certitude à 100%. Pour vous donner un exemple, prenons le cas de la sentience des poissons.
À partir des années 2000, il y a eu un grand débat sur cette question-là, avec de plus en plus d'expériences qui avaient lieu pour essayer de trouver des critères qui sont en général considérés comme indicatifs de la sentience, et il y a eu des échanges d'arguments dans différentes revues. Au fil des années 2000 et 2010, les scientifiques ont prouvé la présence de plus en plus de critères de la sentience. Par exemple, il y a les conditions physiques de perception et d'interprétation de la douleur par le cerveau, donc des récepteurs de la douleur, des nerfs qui font remonter le signal de la douleur vers le cerveau, un système nerveux central qui est en gros une gare de triage dans le cerveau qui reçoit les signaux des nerfs et les envoie dans différentes parties du cerveau. Voilà, tout ce système-là. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques ont aussi prouvé l'existence d'une auto-administration d'analgésiques, c'est-à-dire d'antidouleurs. Donc, quand un poisson était blessé et qu'il avait le choix entre deux parties de l'aquarium avec une des parties qui contenait l'analgésique, eh bien il allait là-bas. À mesure qu'on cochait de plus en plus de cases dans le nombre de critères de la sentience, il est devenu de plus en plus plausible que les poissons soient effectivement sentients. Et il reste aujourd'hui relativement peu de raisons d'affirmer le contraire. Maintenant, le débat porte davantage sur la question de la sentience des insectes, ou plus largement des invertébrés. Et là, le débat est loin d'être clos. Donc, pour résumer, détecter la sentience, c'est intrinsèquement difficile et ça nous place nécessairement en situation d'incertitude. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait face à cette incertitude? Comment on la gère et comment on prend des décisions, puisqu'il faut bien en prendre. Parce que oui, quand on parle de la souffrance et de la mort de milliards d'individus, eh bien l'inaction, le business as usual, c'est aussi une décision qui a des conséquences. On est embarqué quoi qu'il arrive, et on est bien forcé de prendre les décisions avec les informations dont on dispose. Par exemple, prenons le cas du développement des fermes à insectes. On parle aussi d'entomoculture. D'après le professeur Matan Shelomi, dans un article de la Morse que je vous mets en description, c'est un secteur en pleine expansion. Et il ne s'agit pas seulement des brochettes d'insectes qu'on voit parfois. L'idée est aussi de pouvoir faire de la farine d'insectes, que beaucoup présentent comme une source de protéines intéressante pour le futur, car elle aurait un impact écologique assez limité. Je n'ai pas eu le temps d'aller regarder si c'est vraiment le cas, alors je vais supposer que oui. De toute façon, ce qui importe dans cet épisode, c'est la réflexion et non pas les informations précises. Le risque dans le développement des fermes à insectes est évident. Si les insectes sont sentients, il y aurait des implications éthiques majeures, et il faudrait empêcher le développement de ce secteur, pour ne pas se retrouver avec des milliards de victimes supplémentaires et inutiles. Ce serait quand même le comble de remplacer l'élevage de mammifères par l'élevage d'insectes, qui sont des individus beaucoup plus petits et dont il faut donc tuer un nombre gigantesque pour obtenir les mêmes quantités de nutriments. Mais on l'a dit, la sentience des insectes est un débat ouvert. On n'a pas encore suffisamment d'informations pour être certain à ce sujet, d'un côté comme de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Puisque les enjeux sont gigantesques, on parle de chiffres à peine imaginables, c'est important de s'arrêter 2 minutes pour réfléchir à la meilleure démarche à suivre pour répondre au mieux à l'incertitude. Et bon, comme d'hab, les philosophes font plus que se poser 2 minutes pour réfléchir à ces choses-là, donc c'est pas mal en général, ils et elles ont tendance à défricher le terrain pour nous. Du coup, je vous présente 2 propositions que je trouve intéressantes pour gérer cette incertitude. Et je ne vais pas vous les lire car ce sont des articles en anglais, mais en gros je vous paraphrase les idées et vous pourrez aller lire le détail si ça vous intéresse. La première proposition est celle du philosophe Jonathan Birch, et c'est l'application du principe de précaution. C'est un principe qui a été développé dans le contexte de la réponse aux défis des crises écologiques, qui donnait lieu aux mêmes défis vis-à-vis de l'incertitude. L'idée était de dire que l'absence de certitude scientifique absolue ne devait pas être utilisée pour retarder les actions en cas de risque sérieux et irréversible. Donc par précaution, on se dit qu'on peut commencer à agir quand on a des raisons non pas absolument robustes, mais disons suffisantes ou raisonnables de considérer comme vraie une proposition scientifique qui a des implications éthiques majeures. Donc par exemple, la sentience des insectes par rapport au développement des fermes à insectes. Jonathan Birch a donc repris ce principe de précaution et l'a formulé dans le cadre du débat sur la sentience des animaux. Le principe est le suivant.
Quand il y a des risques de conséquences sérieuses et négatives sur le bien-être animal, l'absence de certitude scientifique absolue quant à la sentience des animaux en question ne doit pas être utilisée comme une raison pour retarder l'adoption de mesures efficientes pour prévenir ces conséquences néfastes. Jonathan Birch explique que le principe de précaution est la combinaison de deux règles. Une règle épistémique, donc relative à la connaissance, et une règle de décision, relative à l'action. La règle épistémique consiste à ne pas mettre la barre trop haut, avant de considérer qu'il y a des raisons suffisantes pour penser qu'il y a sentience, dans un contexte en tout cas de prise de décision et d'action, pas forcément dans un contexte purement scientifique. Et la règle de décision, donc d'action, est qu'une fois qu'on considère qu'il y a des raisons suffisantes, eh bien il faut agir, donc ne pas attendre pour inclure les animaux qui sont au-dessus de la barre dans le cadre de la protection légale des animaux. Donc par exemple, protéger les insectes et interdire le développement de l'entomoculture si on considère qu'il y a des preuves raisonnables de la sentience des insectes. En gros, accepter qu'il y a sentience, donc mettre la barre suffisamment bas, c'est la règle épistémique, ne sert à rien si ça ne permet pas de prendre les mesures appropriées pour réduire la souffrance de façon la plus efficace possible. D'où la règle de décision, qui appelle à l'action. Bon, ça c'est un principe général, mais ça ne dit pas concrètement où il faut mettre la barre. Il reste ensuite à décider cela. Quels critères faut-il prendre en compte pour savoir à quel point il faut abaisser ou remonter la barre à partir de laquelle on considère qu'il y a des raisons suffisantes de présumer la sentience et donc d'agir en conséquence? L'auteur fait une proposition. Il dit « On peut retenir la présence attestée et prouvée, robuste, d'un critère de la sentience, alors qu'il y en a plusieurs, mais un seul, selon lui, est suffisant pour appliquer le principe de précaution. » Bon, c'est une proposition parmi d'autres, c'est pas forcément la seule, et c'est même pas forcément la meilleure réponse à la question de la gestion de l'incertitude, mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir une proposition un peu étoffée de gestion de l'incertitude. Mais comme le montre le philosophe Adam Shriver, l'approche par le principe de précaution n'est pas la seule et n'est peut-être pas adaptée selon tous les contextes. Ce que fait Adam Shriver dans son article, c'est de décrire 3 types d'approches de gestion de l'incertitude et d'essayer de déterminer quels sont les contextes où tel et tel type d'approche est le plus adapté. La première est l'approche précise. Donc on cherche à parvenir à la liste de critères de la sentience qui soit la plus précise possible et qui nous permettent de dire avec quasi-certitude qu'il y a sentience chez telle espèce quand tous les critères sont présents. En gros, c'est ce qu'essayent de faire les scientifiques dans la recherche fondamentale sur la sentience, avoir une liste de critères la plus fiable possible. Mais appliquer cette approche précise dans un contexte de prise de décision et d'action comporte de gros risques. Attendre qu'une espèce coche tous les critères ou quasiment tous de la sentience avec une liste extrêmement précise et fiable et robuste fait qu'on commencera à agir toujours beaucoup trop tard, car l'avancée de la science est très progressive, voire lente, car elle demande de faire de nombreuses expériences et que l'émergence du consensus scientifique ne se fait jamais du jour au lendemain. Il est important de remarquer aussi qu'il n'y a pas forcément de consensus sur la liste de critères à retenir. C'est aussi un des objets du débat scientifique. Donc, dans un contexte de décision et d'action, si on adopte l'approche précise, on va mettre la barre beaucoup trop haut, ce qui aura des conséquences très négatives sur le bien-être des animaux. Cette approche reviendrait à ne mettre aucun frein au développement des fermes à insectes tant qu'on n'a pas une énorme quantité d'études qui viennent quasiment prouver la sentience des insectes. C'est pour répondre à ce risque qu'a été développée l'approche du principe de précaution. C'est la deuxième approche qu'identifie le philosophe Adam Shriver, et on peut parler d'approche précautionneuse, qui réduit le risque de causer des souffrances, mais elle n'est pas parfaite non plus. Elle augmente en parallèle le risque de penser que certains individus sont sentients quand ils ne le sont pas. Car du coup, on attend beaucoup moins d'avoir des raisons robustes et variées avant de considérer qu'il y a sentience. Du coup, on peut se dire que si on applique le principe de précaution à la question des fermes à insectes, il y a un risque de destruction d'emplois ou de perte d'opportunités économiques à ne pas développer ce secteur. Mais bon, vraiment, il faut voir que là, les coûts ne sont pas du tout symétriques. D'un côté, on a potentiellement des souffrances et des vies gâchées par milliards. De l'autre, quelques emplois ou alors des coûts simplement monétaires. Donc ça semble quand même faire pencher la balance du côté de l'application du principe de précaution. Mais ça nous fait remarquer quelque chose.
Cette approche est la plus intéressante quand il y a une asymétrie des coûts. En gros, quand on ne perd pas grand-chose à être précautionneux, et donc à donner des protections à tout le monde au cas où. Mais la perte de ressources peut se révéler dans certains contextes plus importante qu'on ne le croit. Car je ne vous apprends rien, les ressources consacrées pour venir en aide aux animaux sont extrêmement limitées. Il faut donc être sûr de les utiliser au mieux. Et ça rappelle ce qu'on a dit avec Romain Espinosa, que pour l'instant, la majorité des dons envers les associations animalistes va pour les animaux de compagnie, alors qu'ils sont très minoritaires. Donc dans un contexte de ressources limitées, il faut savoir comment les orienter au mieux. Et la question de la sentience présupposée a un impact sur la répartition des ressources. Mettons qu'un feu se déclare dans un bâtiment de recherche agricole qui abritait de nombreux animaux et qu'on ait le choix entre sauver 10 vaches ou 15 poulets et poules, ou 2 aquariums remplis de 50 poissons ou un terrarium avec 70 fourmis. Et bien là, on a depuis plusieurs années pratiquement la certitude que les mammifères et les oiseaux ressentent la douleur. Disons au moins 10 critères, mais en fait beaucoup plus de la sentience sont présents. Et imaginons que les fourmis ne présentent qu'un ou 2 critères de la sentience. Eh bien qu'est-ce qu'on fait ? Qui on sauve ? Est-ce qu'on prend le risque de sauver les fourmis parce qu'elles sont plus nombreuses, alors que peut-être elles ne sont pas sentientes du tout, et donc on aura condamné les autres animaux ? Bon là c'est un peu abstrait comme exemple. Mais pour revenir à la question des fermes à insectes. La production d'insectes peut remplacer une partie de la production agricole, qui en l'état actuel des connaissances et des techniques, tue aussi des animaux. Donc oui, même les fruits et légumes et les légumineuses que mangent les véganes ont en fait aussi entraîné la mort de certains animaux, bien qu'indirectement, par les cultures. On appelle ça les crop deaths, les morts de culture. Donc est-ce qu'il vaut mieux, à contenu nutritif identique, avoir des cultures qui tuent quelques rongeurs et des insectes, ou des fermes à insectes qui tuent bien plus d'insectes, mais aucun rongeur ? A priori, ici, le principe de précaution, qui dans le doute donnerait des protections à tout le monde, ne nous donne pas trop d'indications ici, parce qu'on doit être en capacité de peser le pour et le contre, et d'intégrer la question de la présomption de sentience dans ce calcul. Donc, dans de tels contextes, où il nous faut pouvoir calculer un peu plus précisément les coûts et bénéfices de plusieurs décisions, Adam Shriver présente une troisième approche, l'approche probabiliste. Puisque la sentience n'est jamais une question de certitude à 100%, on peut essayer d'estimer, avec les informations scientifiques dont on dispose, quelle est la plausibilité de la sentience chez telle et telle espèce. Par exemple, on peut se dire que, d'après les informations scientifiques, on estime à 1 chance sur 100 que les insectes soient sentients, et comme quasiment certain que les mammifères sont sentients. Donc disons pour arrondir 100%, même si, une fois de plus, c'est jamais une question de 100%. Et bien là, on va considérer dans nos calculs que tuer un rongeur est équivalent à tuer 100 insectes, dans des conditions équivalentes, avec les mêmes niveaux de souffrance supposés donc. Ça paraît assez intuitif en fait. On ne va pas prendre les mêmes décisions selon à quel point on est convaincu qu'il y a sentience chez les insectes. Et là je rappelle, cette approche se justifie parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas la possibilité de sauver tout le monde et de donner des protections généralisées. On doit choisir et essayer d'épargner un maximum d'animaux. Malheureusement, c'est le plus souvent dans ce contexte-là qu'on se trouve. Donc dans notre exemple de tout à l'heure, si on considère que les insectes ont 1 chance sur 100 d'être sentients, on va pas prendre le risque de sauver les 70 fourmis du terrarium alors qu'il y a plus d'une dizaine d'animaux qu'on peut sauver et dont on est quasiment sûr qu'ils sont sentients. Et après pareil, peut-être qu'on hésitera entre les 50 poissons ou les 15 poules et poulets. Et de nouveau, pareil, l'approche probabiliste nous incite à pondérer le nombre d'individus concernés par la crédence en leur sentience, c'est-à-dire le pourcentage de plausibilité qu'ils soient sentients. Bon là, je prétends pas du tout que mes chiffres soient représentatifs de l'état de la recherche sur la plausibilité de la sentience des insectes. De toute façon, en fait ça va être des estimations extrêmement imprécises, nécessairement, puisqu'il s'agit de répondre à un contexte d'incertitude. Mais ça peut tout de même être un bon outil à la décision. Le but étant, une fois de plus, de faire en sorte que l'absence de certitude ne soit pas un frein pour agir dans le bon sens si les conséquences sont majeures et néfastes. Pour conclure, déjà je pense qu'il est vraiment important d'insister sur le fait qu'il faut reconnaître la difficulté et ne pas faire comme si les réponses étaient évidentes. La détection de la sentience est incertaine, et la gestion de cette incertitude est un défi gigantesque. Une des difficultés en particulier semble être que le nombre d'animaux concernés
est plutôt proportionnelle au degré d'incertitude quant à leur sentience. Il reste relativement peu de raisons de douter de la sentience des poissons, mais elle est quand même moins assurée que la sentience des mammifères. Et les poissons, ou les animaux aquatiques en général, représentent la grande majorité des victimes actuelles du spécisme. Et pour ce qui est des invertébrés, notamment des insectes, leur sentience est beaucoup plus incertaine, mais le nombre d'insectes qui pourraient être tués si l'entomoculture était vouée à se développer massivement pourrait dépasser le nombre des animaux aquatiques qu'on pêche ou qu'on élève, et donc devenir à terme le principal enjeu de la lutte contre le spécisme. Troisième point important à retenir, je pense, c'est que la bonne approche à suivre peut dépendre du contexte, et il n'y a donc pas forcément une bonne approche. Par exemple, l'approche précise reste la plus adaptée pour former le consensus scientifique, car la connaissance requiert la méthode qui donne le résultat le plus proche de la vérité. Quand il y a des coûts négligeables à l'appliquer, c'est le principe de précaution qui est peut-être le plus adapté. Mais quand il y en a et qu'il faut pouvoir balancer les bénéfices et les coûts de plusieurs décisions, eh bien là c'est peut-être l'approche probabiliste qui le sera. Mais ce ne sont que des propositions de gestion de l'incertitude et je suis sûr qu'on peut en trouver et en proposer bien d'autres. Je vous laisse en description les articles sur lesquels je me suis appuyé sur cet épisode. Et je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous aviez déjà entendu parler du principe de précaution, s'il vous est déjà arrivé d'adopter une approche probabiliste pour certaines questions, et si celle-ci vous semble la plus adaptée pour réfléchir à la question des fermes à insectes. Dites-moi tout ça, en commentaire ou sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas, je pense qu'on n'a pas fini de réfléchir à ces questions dans les années à venir. Voilà pour aujourd'hui. Allez, bisous.